Salut à tous, épisode 4 avec Gazprom. J'ai pas récupéré ma voix, il faut pas m'en vouloir. C'est pas encore totalement bon, mais ça va un petit peu mieux. L'équipe est intéressante parce qu'elle nous permet, en venant de Conti Pro, de pouvoir grandir, de pouvoir grossir, je dirais, et de pouvoir jouer un rôle de plus en plus intéressant dans une carrière sur Pro Cycling Manager, avec évidemment cette année un effectif très modeste, puisqu'à part les gros noms entre guillemets qui sont Lutsenko et Moscon, déjà Gogol, Kovi, Scaroni, Nekrasov, après on a aussi le jeune Biryukov, on a le petit Galkuk, bon voilà, tout ça c'est modeste. L'épisode que je vous propose ici, c'est évidemment les aventures d'une partie de tous ces gars-là sur le Giro. Alors c'est un Giro qu'on voit voilà, les nombreuses fins de contrat, attention, il va falloir être très vigilant sur le renouvellement, parce qu'il faudrait qu'on soit un petit peu plus que 15 la saison suivante, si vous voyez ce que je veux dire, parce que là franchement je lutte comme c'est pas possible. On va être le petit poussé de ce Giro qui démarre. C'est un Giro de profil 2012 et écoutez, j'ai pas exactement fait comme d'habitude. Oui, je vais prendre le Giro de manière linéaire autour de Vacek, Galkuk, Kuzmin, etc. Je vais le prendre de manière chronologique, c'est normal. Mais par contre, il y aura des résumés qui seront très très courts. La thématique, c'est découvrir certains aspects du jeu. Alors là, par exemple, un contre-la-montre, bien sûr, je vous le montre. Bien sûr, je vous le montre, et peut-être un petit peu plus en détail que d'autres choses, par exemple, que les étapes de plat. Donc oui, parce que sur le contre-la-montre, il y a toujours des choses à expérimenter, en vérité. Le 99 fonctionnait encore, mais je me suis quand même rendu compte que c'était mieux d'essayer d'absorber, on va dire, le différentiel au-dessus de 85 de manière, on va dire, linéaire. Donc vous voyez par exemple ici j'augmente l'intensité de l'effort parce que je vois que j'ai du surplus de barres jaunes et là en l'occurrence plutôt de barres rouges, avec Kovi, voilà, pour réaliser un temps honnête. Après attention, hein, pour Kovi qu'on vient de voir, ou comme Moscon, pour Moscon également, est-ce qu'il est vraiment bon de jouer un placement au général, ou est-ce qu'on ne devrait pas, à un moment donné, plutôt viser d'avoir un petit peu de retard, quoi, vous voyez, tout ça, attention, il faut réfléchir. Søren Kragh Andersen qui prend cette étape. Donc oui, ce prologue a lieu du côté des Pays-Bas. Ok, c'est le Giro 2012, je l'ai déjà dit. Ryder Hesjedal l'avait emporté. Ryder Hesjedal était un coureur que j'aimais particulièrement. Je l'aimais beaucoup, le Canadien. Vous voyez, nous, on a fait 24e pour Kovi, un petit peu derrière pour Moscon, Q qui est quelques secondes derrière. Mon plan à l'avance, puis après on verra ce que ça donne, hein, parce que il y a ce qu'on pense à l'avance et puis parfois il y a la réalité de ce qui se passe. Plan à l'avance, vous voyez du Moscon en mauvaise forme, par exemple, parce qu'il a subi ce que j'hésiterais pas quand même à qualifier de petit bug du jeu, puisqu'on me lui a fait subir une de ses fatigues absolument affreuses, alors que c'était pas justifié en fait. C'est pour ça que ça lui a pas mal descendu sa forme, mais en fait ça a agi que sur lui. Donc étant donné qu'après ça s'est remis un petit peu en place, je n'ai pas insisté davantage. Mais il y a comme ça encore quelques petites zones, moi qui me laissent un arrière-goût amer, hein, quand tu gères tes choses déjà difficilement au niveau de la planif, mais qu'en plus de cela tu te retrouves avec une petite connerie ou deux qui viennent flinguer l'état de certains de tes coureurs, surtout quand c'est Moscon, c'est un de mes meilleurs coureurs, je le prends un petit peu mal, mais c'est pas grave, il faut avancer. Là ici c'est Tim Merlier qui s'impose au sprint
sur l'étape 2. Oui, il va y avoir comme ça donc une série d'étapes dans cet épisode que je vais proposer, mais en version relativement raccourcie, parce que c'est du sprint, et que le sprint, nous n'avons pas grand-chose à y gagner. En revanche, stratégiquement, on a intérêt à faire quoi ? On a intérêt à être présent dans les échappées, nous. Il faut être présent dans les échappées, mais présent avec une chance de victoire. Attention, pas présent dans n'importe quelle échappée. Donc en fait, ça fait quelques contraintes. Donc c'est ça qui va conditionner en fait ce que je vous montre. C'est déjà au sprint, nous n'existons pas. Hein, donc le petit Igor Boev, je crois il a 69 de sprint et 71 d'accélération. Bah, c'est ma meilleure chance en fait. Voilà. Donc, enfin, je dis le petit, mais c'est un coureur vétéran. Il est petit au niveau des notes. Donc, déjà au sprint, nous n'existons pas. Et il est très 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 difficile quand même, en extrême, de gagner un sprint avec quelqu'un qui a une note inférieure à 70 en accélération et en sprint. Hein. Donc, pas non plus se raconter d'histoire. Quand vous avez un plateau comme Tim Merlier, Fernando Gaviria, Peter Sagan, qui est là également, Ballerini, vous avez également Van Poppel, qui s'impose ici, sur cette étape. Je crois que Groenewegen est également présent, voilà, il a franchi la ligne. Et puis derrière, lorsque ces gens-là seraient éventuellement lâchés, ce qu'on verra un petit peu plus loin, vous avez une cohorte de punchers, type Van Dramé, Guerrero, Krag Andersen, qui peuvent venir aussi cueillir les étapes. Donc assez spécial. Attention, il y a aussi Jasper Stuyven hein, qui est présent ici. Elia Viviani, Davide Cimolai. Donc bon, Cimolai, pardon. Ça en fait des gens qui vont plus vite que nous. Donc il faut être malin. C'est ce que donc on va essayer de faire. Un exercice intéressant ici, donc je vais le montrer celui-là, relativement en détail. C'est un contre-la-montre par équipe, à l'étape 4, de 31 km et demi, mais c'est par équipe. Hein. Et on est sur faux plat montant, mais ce n'est pas très très important. Donc sur le contre-la-montre par équipe, on sait, il y a une règle qui est appliquée par certains joueurs. Prennent la note, là en l'occurrence la note de contre-la-montre, majorée ou minorée par la forme du jour, et ils retirent 60 pour ce qui est du temps de relais de chacun. Moi j'ai fait quelque chose qui est plus au feeling, mais qui à l'arrivée se rapproche de ça. Et puis après sinon évidemment il y a l'intensité. Alors l'intensité vous le voyez ou pas, mais j'ai mis tout le monde à 85. Voilà. J'ai mis tout le monde à 85 en me disant que dans la dernière partie de ce contre-la-montre, que je joue vraiment, hein, je ne cherche pas encore à prendre délibérément du retard. Ça viendra à un moment donné, mais je vais d'abord essayer de jouer le coup sur ce contre-la-montre-là. J'étais assez surpris du déroulement, hein, vous allez voir. Le déroulement final de ce contre-la-montre est assez stupéfiant. Alors nous commençons très mal, mais c'est pas très inquiétant. Vous allez voir que malgré un début un petit peu mauvais, mais nous on va se caler en fait, on va prendre un petit peu notre rythme. Oui, Scaroni en plus revient de blessure, il démarre le Giro à 60% de forme. Ça vous donne un petit peu le topo. Mais je n'ai pas le choix. N'ayant que 15 coureurs, Scaroni a été blessé très très longtemps en fait dans la saison. À la limite, je suis même heureux qu'il soit revenu pour le Giro. Il est revenu 3 ou 4 jours avant, hein, donc c'est déjà une chance incroyable de pouvoir jouer à 8 coureurs et non pas à 7 ce Giro. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, vous allez voir qu'on va s'améliorer au fil de ce contre-la-montre. On va s'améliorer et à un moment donné, je déciderai que les trois plus faibles peuvent être un petit peu écartés, et puis de toute façon ils vont s'écarter un petit peu d'eux-mêmes. Et les trois plus faibles ici, j'ai nommé évidemment Boev, qui est sur contre-la-montre très très faible, hein, faut pas se mentir, ainsi que le Kazakh Kuzmin et l'Italien Scaroni, qui vous voyez ici déjà est en train
de lâcher. Il ne peut plus suivre. Après, ça n'est pas grave, puisque nous savons tous que le temps de l'équipe sera pris sur le 5e coureur. Donc à partir de là, vous avez Scaroni, vous avez maintenant Kuzmin qui lâche. Mais en fait, il nous en reste encore 6. On a encore le luxe de pouvoir faire lâcher Boef. Et puis également de pouvoir modifier un petit peu les temps de chacun sur cette 3e partie. Puisque on n'est pas génial à l'intermédiaire 2, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais progressivement, on commence, à mon avis, à pas être si mal que ça. On remonte en fait, principalement à mon sens, parce que d'autres équipes vont craquer un petit peu sur la longueur. 31 km, mine de rien, ça n'est pas rien. Et il y a moyen pour le jeu de craquer, en fait, hein, vraiment. Et nous, par contre, si on ne craque pas et qu'on est bien sérieux jusqu'au bout avec 5 coureurs, il y a peut-être moyen de faire un temps qui, au final, ne sera pas ridicule que cela. Regardez, on va ici franchir. Voilà, on a battu quelques équipes qu'on n'aurait jamais forcément pensé battre hein, sur ce contre-la-montre. Quand on voit qu'on a fait mieux que Trek Segafredo, que Bora Hansgrohe, que même AG2R, que Bike Exchange, moi ça me va en fait. Ça me va bien. Évidemment devant c'est UAE qui va s'imposer, mais on est pas loin de Movistar. On perd que 1 minute 20 environ, ce qui n'est absolument pas ridicule. Le nouveau maillot rose, c'est Michael Bjerg. On est juste devant Brandon McNulty. Donc ouais, je ne trouve pas si ridicule que ça. Le modèle donc utilisé pour courir, vous voyez, DSM a pris très très cher. Ineos a pris exceptionnellement cher également. Le modèle utilisé n'était donc pas si mauvais que cela. Et donc on se retrouve ici avec un général, bon, qui veut pas encore dire grand chose. Même si bon, forcément les places de devant sont trustées par les équipes, certains coureurs parmi les équipes qui n'ont pas mal réussi. Vous voyez, nous on est à 1,39, 1,45, 1,47. De toute façon, si on jouait la victoire sur ce Giro, la victoire finale, ça se saurait. Non, nous ce qu'il nous faut ici, c'est ce qu'a demandé le sponsor, c'est une victoire d'étape. Je veux une victoire d'étape. Après, c'est sûr que si on en prend une, on aura peut-être envie de faire autre chose. Type d'avoir un bon classement pour Kuk, qui serait un top 10 par exemple, ou d'aller chercher un maillot distinctif, qui pourrait être, à mon avis, plutôt un maillot par point. Pardon, un maillot de la montagne, excusez-moi, le maillot Azzurro pourrait être un excellent truc pour nous. Mais d'abord, vraiment, cette victoire d'étape, hein, c'est vraiment le truc qui me tient à cœur. Je vais jouer prudemment quand même, parce qu'en fait, même si à des moments, voilà, on essaie de durcir un petit peu à certains endroits, on est assez faible. Boef lâche très rapidement, bien souvent. Scaroni, ça ira mieux au fil du Giro, hein, mais Scaroni, déjà, quand il chute comme ça, on est content qu'il reparte. Ici, c'était un endroit où j'avais essayé de durcir. Non, ouais, ça paraît fou. On est tout petit, on essaie quand même de durcir la course. Parce qu'en fait, je peux pas m'empêcher de la tête. Je peux pas m'enlever de la tête, excusez-moi. Le rêve. Ici, on traverse une tribune, c'est amusant. Le rêve de terminer en solitaire sur une étape où éventuellement, à un moment donné, ça manquerait d'équipiers pour rouler sur un départ de Covey ou un départ de Moscone, vous voyez. Ce type de scénario où vous terminez sur le plat avec un bon rouleur qui a réussi à se faire la malle. Après, ce scénario-là, j'ai quand même fini par comprendre que c'était quasi impossible, mais on va quand même le tenter. Ici, par exemple, c'est Covey à qui on fait la cassure, et on le met sur orbite à Alessandro Covey, pour voir si éventuellement derrière il pourrait y avoir un petit temps pendant lequel personne n'ose vraiment rouler. Malheureusement, c'est pas le cas. Les équipes de sprinters font un très très bon boulot. Ici, c'est Astana. Sagan est chez Astana, hein, faut le préciser. Peter Sagan est un Astana dans la partie. Et derrière l'attaque de Covey, on se dit pourquoi ne pas tenter une petite
contre-attaque de Gianni Moscon. Voilà, donc on essaie d'utiliser nos forces. Après, les formes du jour sont ce qu'elles sont. On a surtout un comportement très vigilant des équipiers, des sprinters, qui fait que on n'a pas de bons de sortie. On n'a pas de bons de sortie. Beaucoup d'énergie est dépensée pour pas grand chose. On va se faire reprendre. Et puis après, je vous l'ai dit, au sprint, on a zéro chance. Je laisse toujours Kuk placé, vous voyez, je mets Kuk toujours dans la roue d'un bon coureur du général. Parce que Kuk, on va jouer le truc très discrètement. Petit Slovène, donc, hein, mon jeune Slovène Regen. On joue le coup très très discrètement pour Kuk, pour un classement général final. Hein. Et Moscon, vous voyez là par contre, je l'ai relevé sur cette étape-là, parce qu'il me semblait qu'il était important de commencer à penser aux étapes qui suivent. Vous allez voir pourquoi. Donc ici, Kovi a sprinté, Kuk a suivi, et pour Moscon, on s'arrange pour lui faire prendre beaucoup de retard. Voilà, histoire d'avoir peut-être les coups des franches pour partir en échappée le lendemain ou le surlendemain, puisque derrière cette étape-là, il va y avoir 2 opportunités de victoire d'étape pour nous. Alors ça ne veut pas dire qu'on va les prendre, mais en tout cas, il va y avoir des profils un peu plus accidentés. Et ça peut nous convenir. Je pense que de façon générale, je n'ai que très très peu de coureurs qui sont capables de gagner une étape. Kuk peut l'être, mais s'il joue le général, ça va quasiment jamais être possible. Moscon et Kovi, évidemment, sont mes chances principales. Et ensuite, les gens comme Nekrasov, ça va être très très tendu, même le petit Vacek, très très difficile. Et pour Scaroni, Boef et Kuzmin, c'est mission impossible. Donc à partir de là, quand on aborde l'étape 6, que vous voyez, évidemment, je n'ai pas envie que ça arrive au sprint, donc il faut envoyer quelqu'un. Il faut envoyer quelqu'un devant, dans l'échappée, et ce quelqu'un, soit on envoie quelqu'un, en fait, soit on se dit, j'accélère dans la dernière bosse, et je vois ce qui peut se passer. Moi, donc, voilà, j'ai choisi d'envoyer Gianni Moscon à l'avant, en me disant que, avec ces 5 minutes de retard, Gianni Moscon pouvait être négligé un petit peu par les équipiers des principaux leaders. Principaux leaders sur ce Giro, c'est Richie Porte, Geraint Thomas, Tom Dumoulin, McNulty, on l'a déjà aperçu. Voilà, il y a un certain nombre de coureurs qui sont peut-être pas les tout meilleurs coureurs du monde, hein, sur ce Giro. On peut pas dire que le plateau pour le classement général soit exceptionnel, ce serait mentir que prétendre ça, mais il est correct, en tout cas déjà bien supérieur à notre équipe, et donc on sera aux premières loges pour voir lequel de tous ces gros coureurs arrive à s'imposer. Devant, Moscon collabore donc avec Philippe Gilbert et le petit Gaburo. Donc, ça se passe pas génialement bien au niveau de l'écart, parce que on a beau faire tout ce qu'on peut et collaborer le plus efficacement possible, en tout cas à l'échappée, derrière ça roule beaucoup trop fort. Ça roule beaucoup trop fort pour qu'on puisse espérer à un moment donné que cette échappée aille très très loin. Regardez, on est repris avant même la dernière difficulté du jour. Donc on va changer un petit peu notre fusil d'épaule du coup. On va voir si éventuellement on pourrait pas envoyer Alessandro Covi à l'avant. Et ce qui va un petit peu m'énerver passablement là, je vous l'avoue, hein, c'est que ok, on prend des points, c'est important de prendre des points pour la montagne, parce qu'on pourrait commencer à faire un objectif de ce classement-là, mais moi j'ai toujours cette victoire d'étape en tête, et je déplore un petit peu que Bahreïn Victorious, notamment, roule à ce point-là sur nous, et nous pourrissent en fait la vie de cette façon-là. Hein. Donc à ce moment-là, je suis un peu dégoûté. On va quand même tenter ici une accélération sur la toute fin de cette étape 6. Nekrasov
peut être précieux par moment. Nekrasov, il est bon. Avec ses notes au-dessus de 70, là, en montagne et en vallon, là, il peut nous apporter des choses. Derrière, ça devient bien difficile pour Covey. Et on peut là encore essayer d'aller glaner des points. Regardez, c'est ce que je vais faire. Je vais glaner des points pour la montagne, voilà. Et puis derrière, il y a une descente. Alors on se dit, allez, descends-moi ça à fond, et il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais, bah écoutez, pas des masses en fait, parce que on va se faire complètement reprendre ici. Alors je crois que c'est Kragh Andersen qui va s'imposer sur celle-là, devant Ballerini, Sagan, Stuyven, Andrea Vendrame. On a vu, tiens, Nelson Powles, pour ceux qui ont... C'est le petit clin d'œil pour ceux qui ont regardé l'autre jour la Classica San Sebastian, où Nelson Powles nous a sorti une grosse perf et une victoire qui fera date dans sa carrière. Voilà, donc Kragh Andersen, c'est comme je vous disais, c'est-à-dire que dès lors que les tout meilleurs sprinters sont battus, ils le sont par des coureurs d'un calibre qui est absolument pas le mien. Le seul, à la limite, que je possède dans l'effectif qui est à la hauteur de Kragh Andersen, ce serait Lutsenko, quoi. Mais non, ou alors un très bon Gianni Moscon, mais même c'est inférieur un petit peu. Donc voilà, et on retentera, hein. On retentera, mais après 6 étapes, on est complètement fanny. Toujours pas vraiment d'opportunités laissées aux échappés, mais ça, il faut être patient, surtout pas s'exciter, ça viendra. Il y aura des opportunités pour les échapper, c'est une certitude. C'est juste qu'il faut être patient. Alors, vous voyez, par exemple, la forme de Moscon est un petit peu remontée. Entre-temps, elle est à 81%. Il se passe quelque chose aussi, c'est que je projette de le faire abandonner dans pas très longtemps, parce que j'aimerais avoir une équipe très en forme sur le Tour de France. Sur le Tour de France, je voudrais pouvoir jouer une jolie partition, proposer un beau Tour de France, et je voudrais que Lutsenko puisse être le mieux entouré possible. Et en l'occurrence, j'aurais besoin de Gianni Moscon dans de très très bonnes dispositions, sous pic de forme donc. Et donc je projette de faire abandonner Gianni Moscon dans très très peu de temps. Genre fin de première semaine en fait. Voilà. Maximum étape 9, il faut qu'il ait quitté la course pour être dans les clous au niveau des nombres de jours de course et de la préparation du pic de forme pour le Tour de France qui suivra. Et sur cette étape 7, on a en fait une de nos dernières cartouches avec Moscon. Certes, ce n'est pas lui que j'ai envoyé à l'avant. J'ai préféré envoyer le petit Covey, mais j'ai laissé Moscon, là c'est stratégique, j'ai laissé Moscon avec Kuk planqué pour voir si Covey, ayant tenté sa chance et éventuellement étant repris sur la fin, on voit que l'écart malheureusement nous laisse penser que oui, Covey va être repris, on puisse jouer quelque chose de sérieux avec Moscon, parce que si Galkuk est tout seul, c'est mort de chez mort. Il faut qu'il ait quelqu'un pour le lancer, ou qu'il puisse travailler pour quelqu'un. Donc, on assure quand même nos points. Regardez, hop là, on prend les points. Il y a 14 points à chaque fois sur les deuxièmes catégories, sur ce Giro. 14 points, ce qui veut dire que Covey peut commencer un peu à accumuler des points, et on verra qu'on aura de cesse que d'essayer d'aller chercher des points de la montagne dans cet épisode. Donc là, évidemment, tout s'est reconstitué. Le jeune Covey a été repris. Et d'ailleurs, on n'est pas très optimiste sur ses chances en fin d'étape. Et oui, on ne peut pas avoir été échappé et vraiment contester et se mêler à la victoire finale dans une étape comme celle-ci, qui est très très longue, très très difficile. Allons-y. On va donc essayer de se positionner. On chasse toutes les mauvaises images négatives de défaite ou de non-victoire de notre tête, et on va essayer de se mettre dans les meilleures dispositions possibles. Allez, c'est parti. Nekrasov, Vacek seront aux premières loges pour essayer d'aider Kuk à
mettre peut-être Moscone sur orbite. Pourquoi est-ce que je pense à ça? Parce qu'en fait, Moscone n'est pas dangereux au général, alors que Kuk est un petit peu plus proche au général. Donc il y a peut-être plus de liberté pour Gianni Moscone. Et regardez ce qui va se passer, très intéressant, c'est qu'ici, il va y avoir à un moment donné une cassure sur l'accélération de Kuk. Kuk accélère, Moscone reprend, Nekrasov bientôt n'en pourra plus, mais surtout derrière, on nous a laissé sortir. Il y a eu un moment en fait où, par manque d'équipiers, par manque de gens pour se dévouer et rouler sur l'offensive Gazprom, mais écoutez, regardez ce qui va se passer derrière, c'est très facile à voir. Il y a plus grand monde pour essayer de rouler, ça ne s'entend pas en fait. Krag Andersen, pour qui roulerais-tu? Konrad, Kemna, bah oui, Kemna roule pour Konrad, mais voilà, on a vu passer un IF-1 à l'instant, mais ça a mis un petit peu de temps. C'est Guerrero qui essaie de contrer comme ça, mais on a une belle opportunité, faut quand même se le dire. On a ici une super belle opportunité sur la fin de cette étape 7, et donc je décide de faire collaborer Kuk et Moscone. Faisons-les collaborer, et voyons à la limite auquel des deux est-ce qu'il restera le plus de barres. Ce qu'il faut, c'est échapper à cette poursuite. Regardez, ici on reprend beaucoup de marge, derrière ça semble s'arrêter alors qu'il y avait une trentaine, on était redescendu à une trentaine de secondes, c'était devenu très très tendu. Kurt Nielsen n'en a plus beaucoup, Kemna n'en a plus beaucoup, les rôles semblent établis du côté de l'IA, pour qui doit rouler et pour qui ne se fatigue pas à rouler. Moscone et Kuk devraient donc le faire. Oui, ils vont le faire. Il reste moins de 2 km, il y a presque 1 minute d'avance. Ils vont le faire, donc assez logiquement, victoire de Moscone, parce que Kuk, il est plus jeune, il aura le temps d'aller en prendre d'autres. Victoire de Gianni Moscone, et donc on a enfin notre victoire. Cela me ravit. Elle était bizarrement acquise. Moi, je vous le dis, je ne veux pas faire semblant que c'est la victoire la plus chouette de depuis que je joue sur PCM. Non, elle est un peu étrange. Elle est même limite un peu pourrie, en fait. Mais bon, bref. C'en est une. Le jeu ne regarde pas si la victoire est pourrie ou si la victoire est belle, acquise avec panache. Le jeu, il regarde juste une victoire d'étape, alors que c'était une victoire d'étape qui nous était demandée. Voilà. Brendan McNulty va conserver ici le maillot de leader. Et ce qui est amusant, c'est que le jeune Gal Kuk, notre petit Slovène donc, fait deuxième de cette étape-là, se retrouve propulsé à la 3e place du classement général. Bon, on ne s'emballe pas. 3e place ne veut pas non plus dire grand-chose à ce stade-là. Tiens, allez, une petite parenthèse transfert. Je vous avais montré que je veux Walter, je veux Pézek. Ensuite, j'hésite entre un montage Bissegger-Meder et un montage Vingegaard plus autre danois. Ça pourrait être Mikkel Bjerg, si on voulait avoir un profil à la Bissegger. Mais sinon, il y a aussi quelqu'un qu'on pourrait recruter qui serait un peu notre je dirais, chef, notre coach sur le terrain, si vous voulez, votre vétéran capable d'entourer tel un capitaine de route, ce serait Rafał Majka, qu'on pourrait même ne prendre que pour une année éventuellement, et qui pourrait nous permettre attendre le recrutement que certains m'ont déjà dit qu'ils attendaient, et que j'attends, je vous avoue aussi, c'est celui de Pavel Sivakov, dès lors que son contrat sera achevé chez Ineos. Voilà. Donc, on pourrait aller vers un attelage Walter, Pézek, Majka. Et puis, il nous resterait encore de la possibilité pour recruter aussi quelques autres coureurs, puisque nous n'en aurons que 6 sous contrat. Il faudrait, je pense, au moins en avoir 18 ou 19 si on veut vivre une saison un peu plus douce, un peu plus facile à planifier, un peu moins tendue que celle-ci. Donc ça voudrait dire minimum 12, 13, voire 14, 15 coureurs qui nous rejoindraient. Mine de rien, ça fait pas beaucoup de flexibilité quand on regarde après l'argent qui nous reste. Il nous reste environ
72 000, je crois, euros en perspective. Donc 72 000, si tu divises brutalement par... Allez, on va pas faire par 18, mais on va faire par 15, quoi. À peu près, ça fait un peu moins de 5 000 euros de moyenne. Ça veut dire que si on se permet de recruter quelques coureurs sympathiques, il va en falloir du contrat à 2500, hein, sinon on va se retrouver, encore une fois, en très très grosse difficulté. Mais on a nos petits jeunes et tout ça, on en aura des contrats à 2500, je pense. Il va nous en falloir une dizaine, à mon sens. Voilà, donc... il y a des petits malheurs pour Ineos, là, on vient de l'apercevoir dans cette étape qui termine au sommet, puisque Ineos Grenadier est obligé de remonter Richie Porte. On voit que Geraint Thomas a eu ses notes qui ont un peu chuté. Du coup, c'est vraiment Richie Porte le leader de l'équipe. Il va payer cher, en fait, Richie Porte, sur cette étape, je peux déjà vous le dire. Petit spoil, pas trop important. Oui, Ineos va prendre assez cher sur cette 8e étape. Et puis, nous, au fur et à mesure, avec ce joli plus 5 pour Galkuc, on y croit en fait sur cette étape. Enfin, on y croit. On se dit qu'on pourrait finalement ne pas être si ridicule que cela. Vous voyez, vous apercevez Paules qui travaille pour Brandon McNulty. Tom Dumoulin qui se retrouve étrangement seul, même s'il est a priori l'un des plus forts du groupe, mais tout de même, Tom Dumoulin est relativement seul, il n'a plus d'équipier pour travailler pour lui, et du coup, évidemment, attaque de Dumoulin, ok, ça va, on était prêts, on s'y attendait. Moscon en a fini de sa protection, c'est maintenant au jeune Covey d'apporter quelques gouttes de protection à notre ami Galkuc. Et ensuite, Galkuc va avoir pour mission de voir si Dumoulin est rattrapable ou pas. Tout simplement. Hein, on est des fous, on est ambitieux. Hein. Cataneo, Uran, notamment, sont également en compagnie de Kuc, qui, regardez, c'est assez énorme, va être en mesure de recoller un petit peu à Tom Dumoulin. C'est énorme. C'est énorme. Le numéro de Galkuc sur cette étape 8, franchement, Galkuc à plus 5 qui reprend Dumoulin, je vous avoue, ça m'a laissé pantois. Donc là, évidemment, on se calme, voilà. On va zoner dans la roue de Tom Dumoulin. Il reste de forts pourcentages. Les deux hommes vont s'expliquer pour la victoire d'étape, et peut-être même pour le maillot rose sur ce Giro. Et force va rester au plus ancien des deux, qui en avait gardé un petit peu sous le pied. Victoire ici au sommet de Tom Dumoulin. Voilà. Deuxième place très très honorable de Galkuc. Ok. Et Cataneo qui fait 3, Ruben Fernandez, etc. Paules, Caruso, Uran, Fabro, tiens, Matteo Fabro, qui est chez Astana, lui aussi, dans la partie. Ça a beaucoup bougé, on peut dire, à la première année. Hein. Quand on a vu Peter Sagan, Matteo Fabro, qui sont passés chez Astana, et plein d'autres petits mouvements comme ça, de ci, de là. Michael Storer, voilà, de la DSM. Et celui qui prend très très cher ici, c'est Richie Porte. Voilà. Victoire donc pour Tom Dumoulin. Il y a une petite bonification. Et ce qui est incroyable, c'est que le classement général va être follement resserré. Vous allez voir ça de suite. Classement général, attention, 1 seconde d'avance pour Dumoulin sur Kuc. Alors quelque part, ça peut nous faire nourrir des regrets. On peut se dire, oh là là, t'aurais laissé la victoire à Galkuc l'étape d'avant, au lieu de Moscon, t'aurais le rose sur les épaules. T'aurais le rose. Bon, alors déjà, si ma tante en avait, elle s'appellerait mon oncle. Parce que bon, on peut toujours spéculer sur ce qui serait arrivé, mais bon, bref, voilà. Et puis surtout, il n'y a plus de bonus pour être leader. Même pas perfo général. Il y a plus ce truc-là sur Pro Cycling Manager, en fait. Donc, vous savez, avant, il y avait ça sur PCM 18, sur PCM 19. Vous aviez un coureur qui surperformait. En fait, le mec avait véritable
état de grâce qui venait avec un bonus de performance, etc. Ça n'est plus le cas. Donc à partir de là, il n'y a aucune influence. À la limite, même le moral, des fois, on se dit qu'il est un peu pourrave. Je vais développer juste après, mais là, attention. Moment de tristesse, mais moment assumé, c'est l'abandon de Gianni. Abandon de Gianni Moscon pour des histoires de préservation du bonhomme. Voilà. Donc ça me fait suer, hein, évidemment, hein, de devoir retirer Gianni Moscon, parce que ça nous prive de possibilités de soutien pour Kuk, hein, et peut-être même d'une victoire d'étape, on sait jamais. En tout cas, de pouvoir peser sur la course avec un coureur à 77. Mais en même temps, je sais en faisant ça que je me prépare un beau Tour de France. Et donc, avec la victoire d'étape qui est déjà acquise, il faut penser à la suite, je crois. Surtout que sur le Tour de France, on aura Lutsenko. Et déjà, c'est plus la même histoire quand on a un très très bon coureur à 78 de général. Tout ça pour dire que cette étape va être relativement inintéressante et hors d'atteinte pour nous. On va pas se raconter d'histoire. Je parlais juste avant, oui, du fait que le moral parfois était bizarroïde. Ouais, avouez qu'on pourrait quand même nous gratifier. Tiens, victoire ici de Groenewegen. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu... moi, dans une de mes parties, ça fait longtemps que j'ai pas vu Groenewegen lever les bras. Hein. Mais donc voilà, c'est chose faite. Ouais, le moral, je trouve qu'il met du temps à être haut, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et surtout la motivation, parce qu'à la limite, sur une grosse perf, votre coureur, il va avoir bon moral, mais de là à ce que ça se transforme en motivation haute, sur les grandes présentations des étapes, hein, franchement, il en faut. Hein. Et je trouve qu'à ce niveau-là, on est relativement mal payé de nos efforts. Parce que, voilà, t'es là, tu joues avec Pipo et Bimbo, là... c'est une équipe qui est digne de Conti Pro, en fait. Et t'as même pas une haute motivation pour les coureurs, quoi. On va voir ça de suite, d'ailleurs, hein, sur l'écran d'après. Hein. On va regarder, ça va être facile. Hein. Motivation moyenne pour tout le monde. Putain, les mecs, certains, c'est leur premier grand tour. T'en as un autre, il est deuxième au général. L'autre, il a le maillot... il a presque le maillot de la montagne sur les épaules. Non, ça reste une motivation moyenne. Voilà, pour le coup, on pourrait faire un petit effort, je crois, parce que ça pourrait le mériter. Vous en conviendrez. Encore une étape relativement anodine. Donc on va la développer de manière très très réduite. Tiens, on a vu, malgré son obsolescence, à ce pauvre Philippe Gilbert, là, dans la carrière, un tempérament très très offensif du Belge. Sur ce Giro. Il est très souvent membre des échappées. C'est sympa. C'est sympa de voir Philippe Gilbert, même si voir ses notes fait un petit peu mal au cœur, en fait, parce que... Donc, toujours pareil, le relatif manque de respect. Ouais, ça va tourner à gauche, ici, pour l'arrivée. Ici, voilà, c'est toujours pour les mêmes, de toute façon, hein, c'est pas pour nous. Toujours le même manque de respect avec les vieux coureurs, quelque part. Ça aussi, un petit peu gavant. Voilà. On a fait 6. Moi, je suis content. Dès lors qu'on a un de nos petits coureurs là, qui arrive à accrocher une place honnête dans les 10 premiers, je suis relativement satisfait parce que je pense pas pouvoir obtenir davantage de eux, malheureusement. Donc ici, c'était Gaviria, en l'occurrence, qui s'était imposé, et puis toujours le même général. Donc on a une stabilité relative à l'avant de la course avec Tom Dumoulin. Qui pourrait vraiment inquiéter Dumoulin? Franchement, quand on regarde le général là, c'est pas évident de deviner ce qui pourrait se passer. 260 bornes, celle-là. Celle-là, elle était longue comme étape, une étape incroyablement difficile quand on la regarde. 260 km, c'est une longueur de classique monstrueuse, quoi. Hein. À voir un petit peu ce qui peut advenir. Je me suis dit qu'il y avait des points à ramasser, mais que on pouvait peut-être tenter notre chance dans un dernier temps. Et j'ai donc fait une croix sur les points de la montagne dans un premier temps. Ouais, je me suis dit c'est bon. On ira les prendre sur d'autres étapes.
J'ai préféré pas partir en échappée parce que vu la longueur de l'étape, je doute que Covey aurait été en mesure d'aller au bout en fait de celle-là. Même si là je commence un peu à avoir des regrets parce que je vois l'avance prise par cette échappée. Mais en même temps, c'est pas 12 minutes non plus. Et puis surtout, il a besoin de soutien, notre leader slovène. Le petit Galkuk, ici, n'est guère plus soutenu que par Covey. Et basta. Donc c'est pour ça que j'ai pas envoyé Covey. Je me doutais qu'en fait, on aurait besoin de lui pour soutenir Kuk. Et alors même si là on a récupéré 2 coureurs, Vacek, Nekrasov, et qu'on pourrait se dire mince, finalement ça passe, il n'y a peut-être pas besoin de Covey pour aider Kuk. Allez, je vais tenter un petit coup là, ici une petite accélération, histoire de prendre les points, toujours pareil, on fait la chasse, aux points. Le maillot, c'est amusant, il est sur les épaules de Galkuk, mais je vise plutôt le classement de la montagne avec Covey, hein, je vous le dis. Il y aura des gros points dans les étapes à venir. Il y aura des gros points sur la 14, sur la 15, sur la 17, sur la 19, sur la 20. Il va y avoir beaucoup de points. Et là, je me suis vu beau, J'espérais comme un fou, en fait. Ce final, là, je le souhaitais pour nous. Et puis, en fait, c'est le jeune, allez, on ose dire sprinter de la Lotto Soudal, Oldani, l'italien, qui vient comme ça s'imposer au nez et à la barbe de Kort Nielsen, Kragh Andersen, Matteo Fabro, et notamment Alessandro Covey, donc avec mini déception sur cette étape-là, mais en même temps, tu manques de nombre, tu manques de qualité, donc à partir de là, c'est quand même compliqué, voilà, c'est pas passé loin, c'est pas trop, c'est pas grave, on a déjà une étape. C'était donc 260 bornes pour cette étape 11, et on va terminer, c'est la dernière que je vous propose dans cette vidéo, par l'étape 12. Allez, c'est parti. Une étape, comme on en a déjà vu plusieurs, à savoir plutôt dévolue aux sprinters, hein, faut quand même se le dire. La deuxième partie de ce Giro que je proposerai prochainement, je suis en train de finir de la jouer. La deuxième partie de ce Giro sera peut-être un petit peu plus dense en termes d'étapes de montagne. J'ai trouvé que sur cette première partie entre 1 et 12, étape 1 à 12, c'était quand même un peu frustrant à jouer par moment, puisque hormis les contre-la-montre individuels, le prologue là, ou bien par équipe était intéressant, mais ensuite il y avait étape 6 et 7 qui était un petit peu vallonné, qui pouvait contenir pas mal d'intérêt. Ah oui, si je tente un coup avec Covey, allez mon grand. Moi j'aime bien jouer avec ce coureur, il me plaît bien. Après on est repris, hein, voilà. T'as parfois des équipiers genre complètement nuls, ils ont des notes tout en dessous de 70, etc., qui sont complètement au sprint. Les mecs, ils reprennent tes meilleurs coureurs, mais il y a zéro souci, quoi, en fait. Et là, on est passé pas super loin non plus du hold-up. Voilà, ça se rapproche. Allez, on va se fixer un objectif personnel, là, pour cette fin de Giro. C'est d'essayer de gagner une étape avec Covey, hein, et d'essayer de prendre le grimpeur, quoi. Parce que le général, quand même, sera difficile. Faut pas trop rêver. Et voilà, on aperçoit ici déjà une première fois le classement. Le général sera difficile. En revanche, avec le punch d'Alessandro Covey, il y a toujours quelque chose de gérable, en fait. Sait-on jamais, en tout cas. Sait-on jamais. Voilà, donc un général très serré, mais c'est un peu un leurre. Et une deuxième partie de Giro, j'essaierai de vous proposer le Dauphiné aussi dans le prochain épisode, en espérant qu'on puisse y proposer quelque chose de correct et que notre ami Lutsenko soit en bonne forme. Voilà, à très vite, bye bye, portez-vous bien.